et éventuellement un rôle encore pas défini, qui est Pierre de Villiers. Le général Pierre de Villiers. Alors, d'ailleurs, la première question, c'est pourquoi une telle complaisance avec donc Pierre de Villiers, connaissant ses origines, connaissant la famille de Villiers. Alors déjà, il y a deux choses dans ta question. C'est le niveau de complaisance. On n'avait jamais vu ça. Alors le type est militaire. Et il est le frère de Philippe de Villiers. Il est reçu par les médias, par Rutel Krief qui l'écoute comme si c'était le Messie, Libération, Valeurs Actuelles, enfin tout le monde est à genoux, l'équipe fait une double page, on a Le Monde qui se demande si c'est pas l'homme qui a dit non, en référence à sa démission fracassante de l'été 2017 de son poste de chef d'état-major des armées, et on a Christine Angot qui lui donne du général. Enfin, j'ai jamais vu ça sur France Culture. Il est invité sur France Culture. Le type est général. On n'a jamais vu ça. Donc tous les réseaux qui étaient jusque-là les plus antimilitaristes sortent la brosse à reluire pour le frère de Philippe de Villiers. Alors, c'est quand même complètement inexplicable. Et qui plus est militaire et catholique. Alors là, il y a vraiment un truc qui est incompréhensible. Alors déjà, faut comprendre sa famille. Dans sa famille, le vrai homme important, c'est Bertrand de Villiers, donc qui est patron d'Alouette FM et aussi président du conseil d'administration de Sud Radio. Donc ça, c'est important. Donc qui se positionne en quelque sorte comme un RMC. Encore plus à droite avec des personnalités comme André Berkoff et ainsi de suite. Et puis le père a été un ancien résistant, a été officier de l'armée de terre, donc militant de l'Algérie française, proche de l'OAS. Donc on est vraiment dans une famille de ce qu'on appelle la droite de conviction. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que jamais il est questionné sur cette famille. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit sur cette famille ? Alors, il s'est confié et il a dit à une journaliste du Monde, il dit « On m'a en permanence envoyé à la figure que j'étais le frère de Philippe. Cela a généré beaucoup de prudence. J'en ai tiré un tempérament singulièrement plus consensuel que lui. » Voilà. Et puis, il semble avoir une stratégie d'évitement. Il élude des questions. Par exemple, quand on lui demande, parce que son frère, Philippe de Villiers, comme à chaque fois, rapporte les propos de table des membres de sa famille. C'est une habitude chez lui. Et donc, dit, oui, il m'a dit, si ça pète dans les banlieues, on n'a pas les moyens de faire face. Donc là, il préfère surtout, Pierre de Villiers préfère ne pas répondre. Mais alors, ce qui est quand même encore plus intriguant quand on lui demande qu'est-ce que vous pensez de l'inscription sur la boîte de votre casoar qui est mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon cœur à la famille. Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit les valeurs qui me sont les plus chères sont l'humanité, la cohérence et la fraternité. La cohésion et la fraternité. Alors là, c'est intéressant. Et puis, un autre élément à souligner, c'est sur un de ses plus grands faits d'armes militaires, qui est d'avoir... parce qu'en fait, c'est un militaire qui a, pour ainsi dire, quasiment jamais combattu. Donc, son gros fait d'armes s'est arrêté pendant 5 mois à la tête de la brigade Leclerc au Kosovo, dans le cadre de la KFOR, donc sous commandement de l'OTAN. Alors là, il raconte... donc je cite, c'est dans La Croix. Alors à l'époque, il exprime sa confiance dans la réconciliation entre Serbes et Albanais. Ouvrez les guillemets, je rêve d'organiser un match de foot entre Serbes et Albanais. On va y arriver. Si on peut les réunir, alors c'est gagné. Alors là, c'est quand même assez niais. Et dans Libération, c'est encore pire. Alors il organise un match à Mitrovica devant plusieurs milliers de spectateurs brandissant des drapeaux albanais. Donc là, il y a plus de Serbes, plus d'Albanais, il y a plus que des Albanais, quoi. Et là, il dit, ce fut le premier signe concret qu'on sortait de la guerre. L'événement s'est déroulé sur un terrain interdit jusque-là aux Albanais par les Serbes. Enfin, là, c'est quand même, on est quand même, un gauchiste aurait pas renié ses propos. Alors, comment expliquer son ascension, pour devenir chef d'état-major des armées ? Alors, bon, je l'ai dit, lui, il le dit lui-même, il dit j'ai pratiqué les finances publiques durant 25 ans. Donc, il est présenté comme un planificateur et analyse des moyens. C'est vraiment un militaire de bureau. Et donc, évidemment, il rejoint le cabinet militaire de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin. Puis au moment où son frère négocie le ralliement à Sarkozy, et à ce moment-là, il est bizarrement, je dirais, promu, coup sur coup,
Il est nommé chef de cabinet du Premier ministre François Fillon, puis il est élevé au grade de général de corps d'armée, donc qui reçoit sa 4e étoile, et le 23 février 2010, alors ça c'est une date importante dans son parcours, Nicolas Sarkozy le reçoit pour en faire le chef d'état-major particulier du président de la République. Il lui dit Pierre de Villiers, tu seras mon chef d'état-major particulier, c'est entériné. Et alors là, Pierre de Villiers organise son pot de départ, une fête et ainsi de suite. Et dans les heures qui suivent, Sarkozy lui annonce bah non, ça va pas se faire. Finalement, ça va être Benoît Pugat. Alors Benoît Pugat, c'est Villiers. Benoît Pugat, c'est l'opérationnel pur. Il a été directeur du renseignement militaire. Il a commandé le 2e régiment étranger de parachutistes. Et c'est lui qui, comme chef d'état-major particulier du président de la République, sera le vrai militaire d'influence de la période Sarkozy-Hollande. Et donc Pierre de Villiers se retrouve finalement major général des armées. Major général des armées, c'est-à-dire numéro 2 de la hiérarchie. Alors on va revenir justement sur cette hiérarchie militaire parce que c'est un point très intéressant que les gens comprennent pas bien. Et donc là, il reçoit sa 5e étoile et il est major général des armées. Et en fait, il est dans un rôle de DRH chargé de piloter la réduction des moyens matériels, donc et le plan social, pour ainsi dire, engagé par Sarkozy avec la suppression de 54 000 postes concomitamment avec la souveraineté militaire, la fin de la souveraineté militaire française, donc les accords de Lancaster House, la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN et ainsi de suite. Et donc, faut bien comprendre, c'est un homme qui avale des couleuvres. Et en 2014, il est nommé chef d'état-major des armées. Alors là, les gens se disent c'est le chef d'état-major des armées, c'est le grand chef. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nomination s'est faite dans un contexte où le cabinet franc-maçon de Le Drian avait déclaré la guerre à la haute hiérarchie militaire catholique. Ils avaient fait semblant de croire que cette haute hiérarchie militaire catholique, dont j'ai cité Benoît Pugat, qui est lié par sa famille au traditionnaliste de Monseigneur Lefebvre, par exemple, ourdissait un espèce de coup d'État contre la République. Et dans cet épisode, Pierre de Villiers avait été qualifié de vrai officier républicain par Jean-Yves Le Drian. Et justement, il avait été nommé chef d'état-major des armées pour casser un schéma qui avait cours depuis Valéry Giscard d'Estaing, où en fait le chef d'état-major particulier du président de la République devenait chef d'état-major des armées. Et donc, c'est-à-dire rejoignait en fait le ministère de la Défense. Ce qui fait que le type arrivait de l'Élysée avec auréolé de son passage à l'Élysée et prenait l'ascendant sur le ministère de la Défense et pouvait même devenir plus influent que le ministère de la Défense. Parce que des fois c'était quelqu'un qui n'avait même pas fait l'armée ou qui était... Voilà, c'est ça. Donc la caricature, ça avait été sous Sarkozy avec Hervé Morin qui maîtrisait absolument rien, quoi. Et donc pour casser ce schéma-là, en fait, ils ont nommé le major général des armées et non pas le chef d'état-major particulier du président au poste de chef d'état-major des armées pour en réalité casser la fonction. Alors là, je cite toujours Nathalie Guibert, donc journaliste au Monde, explique « Assumant de casser la puissance acquise du chef d'état-major sous les précédents gouvernements, Le Drian choisit Villiers, le numéro 2 des armées, pour prendre la tête de celle-ci à Ballard. Ce fut un piège, juge un officier général qui a quitté le service. » Ouvrez les guillemets, Villiers s'est laissé instrumentaliser, il a été choisi car il était moins surprenant que d'autres et que le cabinet l'avait mis sous pression toutes les semaines en tant que major général. Le directeur a pu se dire, je choisis le type que j'ai mis sous pression. Alors en plus, parallèlement à sa nomination, il y a eu une réforme de la gouvernance qui a amputé l'état-major des armées de quasiment toutes ses prérogatives au profit de la corporation des contrôleurs généraux des armées. Donc, si vous voulez, au terme de cette réforme, le chef d'état-major des armées devient un assistant, un simple assistant du ministre. Et en plus, dans le contexte de paranoïa lié, donc à cette époque-là, on est en 2014, il vient d'avoir la manif pour tous, et Pierre Berger a imposé au ministère de la Défense Louis Gauthier, donc qui est un haut fonctionnaire issu
entre guillemets du milieu culturel, donc qui est trésorier de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, et qui lui devient secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc là, pareil, on voit bien la hiérarchie entre réseaux. D'ailleurs, qui est à l'époque présentée dans le Parisien de façon assez nette. Les francs-maçons au cabinet du ministre et les cathos dans la haute hiérarchie militaire. Donc là, on voit un réseau qui gagne sur l'autre. Donc on voit le réseau homosexuel qui case un de ses pions au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et puis en haut du complexe militaro-industriel français trône, évidemment trôné maintenant puisqu'il est mort, mais Serge Dassault, donc Serge Bloch, donc là encore le quatrième réseau. Voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir depuis sa démission, qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, alors c'est pareil, pourquoi Macron décide de l'humilier? Parce qu'il se dit, attends, c'est le type, il a avalé toutes les couleuvres. Il a fait le plus gros plan social de l'armée, il s'est fait humilier toute sa carrière, il s'est fait humilier par Sarkozy, il s'est fait humilier par Le Drian, toute sa carrière est faite d'humiliation. Donc pourquoi je vais pouvoir me assurer mon autorité, me poser en monarque républicain en l'humiliant et en disant que c'est moi le chef? Et puis finalement, comme il est à 1 an de la retraite, il a une espèce d'acte de bravoure, et puis il démissionne, et là il commence à donc il crée sa boîte de société, puis il est évidemment recruté au Boston Consulting Group, qui est le plus gros cabinet de stratégie américain. Alors c'est beaucoup d'anciens militaires deviennent consultants. C'est 1/3 des officiers environ, mais c'est quand même le premier SEMA, chef d'état-major des armées, à rejoindre un groupe américain. Et alors, on le voit commencer à fréquenter un certain nombre de réseaux. Alors, il écrit ces 2 livres qui sont édités par Sophie de Closet, donc qui est la fille du journaliste François de Closet, qui s'est d'ailleurs récemment trouvé des racines juives oubliées, je cite. Cette Sophie de Closet, elle est évidemment young leader de la French American Foundation. C'est l'éditrice de Jacques Attali, de Michelle Obama. Elle est mariée à un réalisateur de disques franco-ivoirien, vous voyez un peu les réseaux parisiens. Et puis sa communication est assurée par une société qui s'appelle Les Rois Mages. Donc c'est une société qui est animée par Claudine Ponce, qui est associée à Caroline Pierret, donc qui est la directrice associée de Publicis Event, et associée également à l'écrivain Éric Orsena, donc en fait qui est un gros consultant des entreprises, qui est membre du Club des 100 lié au réseau Attali. Et alors là, les réseaux Attali mettent la main sur ce pauvre général, puisque l'ONG d'Attali, qui s'appelait avant Planète Finance et qui maintenant s'appelle Positive Planète, crée une branche, si vous voulez, dans le secteur du football, qui va s'appeler Positive Football, et qui passe un contrat avec l'UNFP, donc le syndicat des joueurs de foot, pour moduler l'image des nouveaux champions du monde, c'est-à-dire des joueurs africains, pour en faire un peu des modèles sociaux. Et donc, qui prend la tête donc de la branche football, devient la figure de proue de la branche football de l'ONG d'Attali? Et c'est le général Pierre de Villiers, qui donc du coup siège à l'UNFP à ce titre. Donc évidemment, il est lié à Gilles Kepel, donc islamologue officiel du groupe Bilderberg. Et là, on voit vraiment qu'il y a une volonté d'en faire un homme politique, puisqu'il a signé, c'est passé assez inaperçu, mais dans les Échos, le 21 mars, donc au moment où il rejoignait le Boston Consulting Group, donc qui signe avec Martin Dempsey et Nick Houghton, donc c'est 2 anciens chefs d'état-major américains et britanniques. Donc là, on est vraiment sur les réseaux de l'OTAN. De toute façon, il a fait toute sa carrière à l'ACAFOR au Kosovo, c'était l'OTAN. Puis ensuite, il a sécurisé l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, c'était encore l'OTAN. Son beau-frère est juge au tribunal administratif de l'OTAN. Donc il est vraiment dans un prisme otanien. Et donc dans cette tribune signée dans les Échos, il déplore le manque d'engagement de la communauté internationale en faveur d'un leadership collaboratif et collectif. Il appelle à des actions inclusives. Donc là, on est vraiment dans le violon mondialiste. Et surtout, il déplore que les responsables internationaux soient de plus en plus absorbés par des logiques nationales. Donc là, on a un prototype du discours
de la haute administration française, telle qu'on l'a décrit tout au long de notre émission.